Questions qu'on pose, le podcast. Bonjour et bienvenue dans ce format court tout nouveau que vous êtes nombreux à m'avoir demandé. Alors moi j'adore écouter de très longs podcasts, mais plusieurs d'entre vous préfèrent les formats courts, donc j'ai décidé de faire les deux. Et pour ce premier format court, j'avais envie de vous parler de l'actualité des intoxications fongiques. Est-ce que c'est pas merveilleux ? Les intoxications fongiques. Dans les épisodes 1, 2 et 3 du podcast, je vous parlais des intoxications fongiques en me basant sur les rapports de l'ANSES jusqu'à l'année 2023, vu que j'ai sorti ces épisodes en 2024. Le rapport de l'année 2024 est sorti depuis. Je l'ai lu et je vais vous partager les actualités des intoxications fongiques et aussi d'autres actualités, vous verrez, liées au danger des champignons. En 2024, plusieurs articles de presse ont alerté sur les intoxications aux champignons qui seraient en hausse. Eh bien, je peux le dire aujourd'hui, c'était faux. En 2024, il y a eu en France 1363 intoxications fongiques, ce qui est moins qu'en 2023, où il y en avait 1462, et beaucoup moins qu'en 2022, où il y en a eu 1923. Pourtant, on aurait pu craindre une augmentation, car comme je l'avais expliqué dans l'épisode 1, le nombre d'intoxications fongiques augmente avec le nombre de consommations de champignons, c'est logique. Or, l'année 2024 avait été exceptionnellement pluvieuse, je ne sais pas si vous vous rappelez, et on aurait pu croire que c'était une très bonne année pour les champignons, et donc une très mauvaise année pour les intoxications. Enfin, une très bonne, bref, vous me comprenez. Mais en réalité, l'année 2024 n'a pas été une très bonne saison pour les champignons. La saison a en fait été trop humide, avec des pluies incessantes, même ici en Occitanie, où nous connaissons peu ce genre de météo. Les sols détrempés ne plaisent pas aux bolets, qui ont plutôt besoin d'une humidité constante mais sans excès, ni aux agarics, qui apparaissent dans les champs et les prairies au profit de périodes pluvieuses alternées avec des phases plus sèches et lumineuses. Par contre, on a pu trouver pas mal de girolles, d'ailleurs j'en avais trouvé moi aussi. Les girolles peuvent se satisfaire de ces conditions très humides. C'est ainsi qu'en cette année 2024, il y a eu un nombre particulièrement élevé d'intoxications aux clitocypes lumineux et aux clitocypes de l'olivier, car ce sont des champignons vénéneux qui ressemblent le plus aux girolles. Les médias ont alerté également sur le plus grand nombre de cas graves d'intoxication. Il est vrai que l'année 2024 a connu 41 cas graves d'intoxication, donc environ 3% des intoxications étaient graves. Ce qui était effectivement un peu plus élevé que les autres années, puisque ce taux était de 2% en 2022 et 1,6% en 2023. Mais on ne peut pas vraiment parler de tendance à l'augmentation, ça fait partie d'une variabilité ordinaire. Le taux était environ le même pour l'année 2021, qui avait connu 42 cas graves, donc environ un peu plus de 3% des cas d'intoxication étaient graves cette année-là. Mais au fait, pourquoi les gens mangeraient-ils davantage de champignons vénéneux ? Eh bien, à cause des applications smartphone. Elles sont régulièrement dénoncées par les médias. Et à raison, puisqu'elles sont nulles. Souvenez-vous, je vous en ai parlé dans l'épisode 3. Mais en revanche, on ne peut pas affirmer que le recours à ces applications augmente. Souvenez-vous, le taux de recours aux applications d'identification des champignons avait éclaté entre 2021 et 2022, passant de 5 à 30 intoxiqués qui avaient utilisé ces applications. Mais depuis, parmi les cas d'intoxication, le taux de personnes ayant utilisé une application d'identification de champignons semble rester stable, autour de 10%. Il serait intéressant de disposer de données sur les moyens d'identification utilisés en général par les chercheurs de champignons, afin de pouvoir les comparer à ceux utilisés par les gens qui s'intoxiquent. Mais on ne dispose pas de ces données et j'ai du mal à imaginer comment on pourrait les obtenir. Mais les données dont on dispose indiquent tout de même que les applications sont dangereuses pour qui voudrait consommer des champignons sauvages, car elles présentent un taux d'erreur monumental, on ne le dira jamais assez. Pour autant, les gens ne s'intoxiquent pas vraiment plus qu'avant. De façon intéressante, c'est le recours à Internet qui a beaucoup augmenté, entre 2022 et 2023 cette fois, passant de 7,5% à 23%, et il semble se stabiliser pour le moment, puisqu'en 2024, c'était 20% des intoxiqués qui avaient identifié leurs champignons grâce à Internet, donc environ 1 sur 5. Est-ce risqué d'utiliser Internet pour identifier ces champignons ? C'est difficile à dire, déjà faute de données, on ne sait pas à quoi comparer ce chiffre, et aussi parce que ça dépend beaucoup du discernement avec lequel les gens utilisent Internet. Prennent-ils des photos qui permettent une bonne identification ? À qui les montrent-ils ? Sur quel réseau et avec quelle précision ? Et à qui font-ils confiance ou pas ? C'est très difficile à dire. En tout cas, il me semble qu'il est peu prudent d'utiliser un seul moyen d'identification, ce qui semble pourtant courant. Le plus courant étant même de n'en utiliser aucun, c'est-à-dire de se fier à ses seules connaissances personnelles, ce qui est le cas d'environ 3 personnes sur 4 parmi les intoxiqués. Cette tendance se confirme en 2024.
Pour autant, cette année-là, il y a eu aussi de nombreux imprudents qui ont parfois payé cher leur méconnaissance des risques. Ainsi, cette personne âgée de 75 ans décédée d'un syndrome phalloïdien après avoir consommé des champignons blancs, je cite, donc n'ayant apparemment aucune idée de l'espèce qu'elle avait consommée, espèce qu'on n'a jamais pu retrouver d'ailleurs. Dans l'épisode 1, je vous expliquais que ce genre de choses arrive régulièrement. Des gens mangent des champignons non identifiés. Parmi les champignons blancs, il y a notamment l'amanite printanière et l'amanite vireuse, toutes deux mortelles, donc il faut s'en méfier tout particulièrement. On déplore aussi 2 autres décès également d'un syndrome phalloïdien. Tristement, l'une de ces personnes, âgée de seulement 32 ans, était la plus jeune personne ayant souffert d'un cas grave d'intoxication en 2024. C'est vraiment très triste. Toujours parmi les cas graves, 3 personnes souffrent de séquelles d'un syndrome aurélanien, et au moment de la publication du rapport, 2 d'entre elles étaient encore sous dialyse en attente d'une greffe de rein. 2 de ces 3 personnes intoxiquées croyaient avoir mangé des chanterelles et l'autre des colibris. Dans les 3 cas, ce sont probablement des cortinaires qui ont été consommés, même si on n'a pu les identifier formellement que pour un des 3. Enfin, les 35 autres personnes ayant souffert d'une intoxication grave ont apparemment guéri sans séquelles, mais elles s'en souviendront longtemps. Il peut arriver à être hospitalisé 1 semaine ou même beaucoup plus quand on souffre d'une intoxication fongique grave. Les intoxications fongiques. La toxicité n'est pas le seul danger qui guette les cueilleurs de champignons. Voici ce à quoi vous devriez être vigilant. Un octogénaire a été retrouvé décédé en Haute-Loire le 17 septembre 2024. Il aurait été piétiné par un taureau. Je souhaite bien sûr toutes mes condoléances à sa famille. Coïncidence frappante. C'est ce même jour, le 17 septembre 2024, qu'un autre cueilleur de champignons trouvait la mort. L'homme âgé de 60 ans a été victime d'un malaise en pleine forêt. Il était accompagné, mais malheureusement, il n'y avait aucun réseau sur la zone, donc les secours n'ont pu être prévenus qu'au bout de 45 longues minutes. C'est encore très triste, et encore une fois, je souhaite toutes mes condoléances à sa famille. Maintenant, parlons de choses un peu plus drôles. Une andouille a donné à ses enfants du chocolat au psyllo. Ce Français avait reçu d'un ami revenant des États-Unis une tablette de chocolat contenant du psilocybé cubensis, un champignon hallucinogène qui est légal dans certains États outre-Atlantique. Heureusement que les enfants se sont contentés d'1 ou 2 carrés et n'ont pas dégommé toute la tablette. Âgés de 3, 6 et 8 ans, ils ont présenté une mydriase, c'est-à-dire une dilatation des pupilles, une euphorie et une asthénie, c'est-à-dire un état de fatigue généralisé. Le petit de 3 ans, qui avait été gourmand et avait pris 2 carrés, a aussi eu droit aux hallucinations. Faites bien attention, ce cas d'intoxication accidentelle n'est apparemment pas exceptionnel. Vérifiez bien ce que vous donnez à vos enfants. Et d'ailleurs, je trouve que la responsabilité de l'incident incombe aussi en partie à l'ami généreux qui avait offert le chocolat. Si vous offrez à quelqu'un un aliment contenant des substances psychoactives, ce serait bien de prévenir. Personne n'a envie de prendre ce genre de choses involontairement, et encore moins d'en donner à ses enfants. Heureusement, les 3 bouts de chou se sont parfaitement remis et ne présentaient plus aucun symptôme au bout de 6 heures. Quittons la France pour l'Australie, parce que très récemment s'est achevée une affaire criminelle très particulière. Erin Patterson, une cinquantenaire résidant dans le sud-est de l'Australie, a été reconnue coupable de meurtre et de tentative de meurtre. En juillet 2023, elle avait invité ses beaux-parents, sa belle-tante et son mari à partager un repas constitué d'un bœuf Wellington aux champignons, leur servant des assiettes individuelles. Elle aurait glissé des amanites phalloïdes dans le repas de ses convives. Malheureusement, seul son mari a survécu, les 3 autres personnes étant décédées. On parle d'un conflit financier et de tensions familiales, mais les motivations de la meurtrière restent quelque peu mystérieuses. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Comme nous sommes en octobre, qui est le mois pendant lequel on déplore le plus d'intoxications fongiques, soyez extrêmement prudents. Les champignons semblent plutôt rares cette année, en Occitanie en tout cas, car il fait exceptionnellement chaud et sec. Mais nous verrons l'an prochain comment a été cette saison champignonnesque, et n'oubliez pas de bien respecter les règles de cueillette que je vous rappelais à la fin de l'épisode 2. A très bientôt pour un nouveau format court. Et mes sources seront disponibles sur mon site podcast.laureneplume.fr, mais je vais vous les citer. Mes sources pour cet épisode: Le Monde, France 3 Régions, La Dépêche, L'heure du crime de Artel, je vous mettrai le lien vers ce podcast qui parle longuement de l'affaire Erin Patterson. Une étude de cas, donc intoxication familiale involontaire avec une tablette de chocolat contenant du psilocybé cubensis de Cécile Adamski et collaborateurs, paru dans Toxicologie analytique et clinique en 2024. J'oubliais aussi Santé Magazine, La Dépêche.
J'ai déjà dit non. Et bien sûr, l'ANSES avec son rapport que je vous mettrai également sur le site podcast.lorraine.fr. Et c'était tout pour ce format court. À la prochaine!